Bonjour, aujourd'hui nous recevons Véronique Brito. Bonjour. Soyez la bienvenue, madame. Merci de me recevoir. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse, publiés tous les mardis depuis 6 ans. Voilà, c'est des entretiens éclectiques, donc on fait de la politique, on fait des collectifs locaux, des entreprises. Voilà, et donc là, aujourd'hui, on va parler 7, soupe de poisson et encorné farci. Voilà, un petit peu, oui. Voilà, alors vous venez de 7, vous avez une entreprise qui s'appelle Azaïs Polito, qui transforme des produits de la mer, une entreprise artisanale. Vous êtes directrice commerciale de l'entreprise, donc vous avez 57 ans, et votre métier, c'est de travailler avec les centrales d'achat, entre autres. Entre autres, voilà. Vous faites 3,5 millions de chiffre d'affaires, et uniquement dans les spécialités sétoises. Soupe de poisson, poulpe cuisinée, encorné farci. Moule farci aussi, il faut pas oublier, la roue sétoise. Donc vous êtes une entreprise à forte identité. On peut le dire, oui. Oui. On est aujourd'hui la plus ancienne conserverie de Sète. Et avec légitimité, on peut dire que nous avons ouvert le marché porteur des spécialités sétoises, puisque nous avons été les premiers à les mettre en conserve en 1963. La soupe de poisson de roche à la sétoise, la rouille sétoise, les moules et les encornés farcis. Voilà, donc avant de passer aux questions, je fais une petite fenêtre sur le prochain numéro de la Glorieuse, le 1039. Donc on revient sur la ligne 5. À Montpellier, on a déjà construit 5 lignes de tram. Vous avez pu voir en venir à Clémenceau. Oui, un peu compliqué, oui. Compliqué, ben c'est la ligne 5, madame. D'accord. Voilà, donc 3e plume les petits propriétaires. C'est le titre du journal. Ah. 3e, c'est la métropole de Montpellier qui a besoin de place. Donc voilà, pas de cadeau pour les petits propriétaires. Ensuite, on revient sur la gratuité, parce qu'à Montpellier, bientôt, on va avoir les transports gratuits. Alors, on parle de la douloureuse pour une étude d'impact sur la gratuité, environ 100 000 €. Donc, on fait une étude sur la gratuité, voilà. Vous savez, dans le commerce, ce qu'on dit toujours, quand c'est gratuit, quand c'est trop beau, généralement, il y a quelqu'un qui paie à la sortie. Vous savez comment on dit aux États-Unis? Moi, je dis toujours ça à mes concurrents qui font pour en acheter un gratuit. Je dis toujours aux clients, généralement, le produit, c'est vous. Il n'y a plus rien de gratuit aujourd'hui. Vous savez comment on dit aux États-Unis? Quand c'est gratuit, c'est bullshit. Oui, voilà. Ensuite, on revient donc sur un élu lié au maire, Aristegui, un élu animaliste. Parce que nous, on a des élus animalistes, et qui est contre la bouvine. Alors, toutes les sorties bouvines, maintenant, sont interdites. C'est contre... les animalistes, ils n'en veulent pas. Voilà. On revient sur la déclaration de Delafosse à Delacroix, qui lui a dit qu'ils se sont dit qu'ils s'aimaient. C'est un peu la cuisine politique locale. Hein. On connaît ça, vous savez. Vous avez ça aussi? Oui, on a ça. Vous avez un problème de parking, vous, à 7. Hein. Oh, nous, on n'en manque pas de parking à 7. Et ensuite, SOS Méditerranée, donc voilà, on retourne sur 7. 2 jugements contradictoires. À Paris, on interdit la subvention. À Montpellier, on permet la subvention. La justice, c'est parfois un peu compliqué. Voilà. Donc, Véronique, racontez-nous en quelques mots Azaïs Polito. Azaïs Polito, c'est d'abord une histoire de 2 familles, deux vieilles familles sétoises qui, par un mariage, unissent leur savoir-faire. Donc c'est la famille Polito, donc c'était des fabricants de pâtes depuis 4 générations, une famille d'immigrés italiens qui ont créé à Sète les premières fabriques de pâtes fraîches. Et puis une fille Polito se marie dans les années 40 avec Georges Azaïs, qui sera le fondateur de la criée de Sète. Ah, d'accord. Qui a fondé aussi la première OP de pêcheurs à Sète, enfin, qui a aidé les pêcheurs à se fédérer, qui a amené des techniques de pêche, qui a financé les premiers frigos sur le port de Sète aussi, avec ses propres deniers. Donc c'était quelqu'un de visionnaire, une figure de la pêche sétoise. Et disons que par ce mariage, il rencontre donc son beau-frère, le frère de sa femme, qui lui est fabricant, qui a l'habitude des machines, etc. Il fait des raviolis, il fait des pâtes fraîches. Et les deux, en fait, décident de créer une nouvelle entreprise pour les enfants
les enfants de la famille. Donc la conserverie Azaïs Polito sera fondée à partir d'une discussion dominicale autour de la table familiale où Georges et Jean décident de fonder donc Azaïs Polito avec un tiret, ce trait d'union qui symbolise l'union entre les deux familles, ce mariage. Et le monde du poisson rencontre un monde de fabricants. Donc au départ, ils veulent faire une usine de sardines, mais Georges n'y croit pas trop parce qu'il se dit qu'il y a des fluctuations de ressources, etc. Donc c'est à croire qu'il devait être quand même assez visionnaire. Et puis ils décideront de mettre en conserve la soupe de poisson de Roche de la Grand-Mère, Finette, qui habite juste au-dessus, qui va contribuer aussi à l'élaboration du produit en mettant vraiment la main à la casserole, pas la main à la pâte. Et ils vont donc mettre pour la première fois en conserve la soupe de poisson de Roche à la Sétoise dans la fabrique de pâtes du grand-père Polito. Il y aura un petit espace de 40 mètres carrés qui sera concédé. Ils achètent un autoclave, ils achètent, disons que l'entrepreneuriat à cette époque-là était un peu plus facile qu'aujourd'hui. Et ils s'installeront dans le quartier de la Perrière. Puis la conserverie déménagera dans les années 80, s'agrandira pour finalement en 92 aller faire partie des premières entreprises à intégrer le parc aquatechnique, qui était à l'époque un parc dédié au métier de la mer. Et puis ça part de là en fait. Voilà, après, on crée les moules, on crée les encornets farcis, toutes les sauces, tous les plats cuisinés de poissons de Méditerranée. Et on prend notre identité sétoise et aujourd'hui notre identité de Méditerranée. Je vous laisse dérouler pendant 20 minutes et je pose quelques questions. Allez-y. Allez-y. C'est-à-dire 60 ans, ça ne se résume pas en 2 secondes. Donc, alors, est-ce que vous achetez du poisson frais ou vous vous contentez de surgeler? Ah non, on achète nos poissons, en fait, on achète nos poissons sur les 3 criées du golfe du Lion. Si j'osais, je vous dirais qu'on a fait du développement durable bien avant qu'il le soit à la mode, simplement par logique. Georges Zaïs avait fondé cette conserverie, donc il avait le poisson, c'était pour trouver des débouchés. À l'époque, on valorisait les produits, non pas, on valorisait pas les déchets, mais on valorisait les vrais poissons. Je vous dis ça aujourd'hui parce que certains font des soupes de poisson avec des déchets de soupe, ce qui est complètement exclu chez Azaïs Polito, dont doit être peut-être historiquement, on doit faire partie des plus gros acheteurs de poissons des 3 C'est-à-dire, vous achetez combien de tonnes par semaine? Alors nous, ça fonctionne, je vais vous le dire plutôt à l'année, c'est à peu près, on utilise à peu près 300 tonnes de poissons par an, que pour les soupes de poisson. Donc, uniquement pour les soupes de poisson? Uniquement pour les soupes de poisson. Après, évidemment, il y a les moules, il y a les encornets, enfin, il y a tout ce qui... Vous achetez combien? Vous achetez 10 tonnes par semaine alors? Oui, à peu près, on achète par gros tonnage, oui. Mais bon, c'est de la marchandise qui est regroupée sur les criées, en fait. On a un marailleur qui achète pour nous, d'ailleurs, qui est un Azaïs, qui est un petit-fils à Georges. C'est la mafia, un peu. Ben, c'est un peu la mafia, mais nous, on est une mafia honnête. Ah bon? On n'a que le nom de mafia. Alors, à l'origine, ils viennent d'où? De Sicile ou de je ne sais pas d'où ils viennent. Nous, on ne les connaît pas, on n'en fait pas d'affaires avec eux. Polito, la famille Polito. Les Polito viennent de Gaète. Gaète, qui est une ville au nord de Naples. Qui est une ville... c'est la fameuse ville d'où viennent... La Thielle aussi, la Thielle sétoise. Moi-même, ma famille est d'origine italienne. Il faut savoir qu'à Sète, vous avez 50% de la population sétoise qui est pratiquement d'origine italienne aujourd'hui. Et qui vient de ce village, je crois. Alors, ils viennent de Gaète. La première vague d'immigration vient de Gaète, aux alentours de 1860, ça a commencé, mais enfin, les plus gros flux sont arrivés en 1880-90. Et après, vous avez une deuxième vague d'immigration, où là, c'est plutôt les Tchédaraises. Eux, ils viennent plutôt de Tchédar, c'est-à-dire le sud de la côte amalfitaine, juste un peu au-dessus de Salerne. Voilà. Ok. Donc, vous achetez des poissons de mer, voilà. Est-ce qu'on peut parler de produits du terroir ou de semi-industriels? Mais non, on peut parler, justement, c'est ce qui fait notre particularité, notre combat, je dirais même, et notre esprit de responsabilité qui fait qu'on fabrique aujourd'hui nos produits comme on les fabriquait dans les années 60. C'est-à-dire que les recettes n'ont pas été modifiées. D'accord. C'est la recette de la grand-mère. C'est la recette de la grand-mère et la main de l'homme intervient toujours, même si ça peut paraître pour certains improbable. Je les invite à venir faire les visites, ils pourront constater d'eux-mêmes. C'est-à-dire que on fabrique des soupes, mais qui sont des soupes cuisinées. On fait en fait la cuisine comme vous pourriez la faire à la maison, mais sur une plus grande échelle. Et on écume à la louche, on fait revenir le poisson pour en extraire les sucs, on fait mijoter.
Voilà, c'est vraiment des étapes de cuisine. C'est voilà, alors vous m'avez raconté un truc incroyable. Vous mettiez 52% de poissons dans vos soupes. Voilà, vous avez été retoqué parce que Sopiquet et Liébi qui mettent à peu près 2%, il y avait un trop gros écart entre 2% et 52%. Donc on vous a demandé de descendre le curseur à 45%. Alors, c'était pas tout à fait par rapport à Liebig et par rapport... Mais c'était à un autre projet, Label Rouge, qui au départ devait faire 30% de poissons avec de l'épaississant, etc. Et quand on a, nous, présenté notre cahier des charges, on nous a expliqué que notre soupe de poisson à 52% de poisson était trop qualitative pour être Label Rouge. En fait, c'est un refus qu'on nous fait tout en nous disant qu'en fait... on a une qualité supérieure qui ne peut pas être reçue en label rouge pour la bonne raison qu'un label rouge se veut fédérateur. Ça veut dire quoi, le trop qualitatif? Alors, ça veut dire que quand on vous soutenez en fait un cahier des charges, il faut qu'un bon nombre de transformateurs puissent intégrer cette démarche. Et c'est valable dans toutes les catégories Donc en fait, moi ce que j'ai répondu, je me souviens de mémoire, j'ai répondu, mais ça veut dire quoi? Un label rouge, moi qui suis consommatrice, un label rouge pour moi, quand j'achète un label rouge, c'est le meilleur produit. Et on m'a répondu non, madame Brito, c'est un produit supérieur à une qualité standard. Donc moi j'ai dit mais qui fixe les standards? Et on m'a dit c'est les industriels. Donc j'ai dit on tire la filière par le bas. Et c'est à partir de là qu'on a décidé, nous, de continuer quand même dans la démarche et d'imposer notre soupe de poisson. Donc il a fallu faire un compromis, parce que bon, on n'est pas idiot aussi, on sait faire les compromis. Donc on a fait un compromis. On a dit on va mettre 45% de poisson, on ne sera pas 52, mais on sera 45. Donc on a quand même continuer la démarche Label Rouge. On a quand même eu notre Label Rouge qui a été homologué en 2010, en juin 2010. Donc ça a été la première soupe de poisson de Méditerranée de produits transformés à pouvoir arborer le fameux ruban rouge. Mais ça n'a pas été un accouchement sans douleur. Voilà. Si je peux m'exprimer ainsi. Quand même, par rapport à la concurrence, vous mettez la barre un peu haut. Voilà, mais disons qu'à un moment donné, nous, depuis 1960, on fabrique des soupes dans les règles de l'art. Et pour avoir un label rouge, il aurait fallu qu'on baisse la qualité de notre produit. Donc vous comprenez bien que ça ne fonctionne pas avec le système, avec la culture de l'entreprise. Voilà, on ne peut pas accepter pour avoir un label rouge de dégrader la qualité de notre produit. On ne l'a jamais fait, on ne le fera jamais, même pour un label rouge. Voilà. Et si je peux tenir ce discours aussi, c'est parce qu'on a un label rouge. Parce que si je tenais ce discours sans avoir de label rouge, peut-être on dirait, voilà, ils disent ça parce qu'ils n'ont pas de label rouge. Mais j'invite simplement les consommateurs à regarder les étiquettes. Parce qu'on met sur les étiquettes, on voit rien, on ne sait pas s'il y a 50%. Regardez, les cahiers des charges sont libres de consultation. Hein. Ce sont si vous avez un doute, vous allez sur... Tout le monde triche sur les étiquettes. Je ne dis pas que les gens trichent, vous n'avez pas le droit de tricher, puisque bon, vous êtes quand même contrôlé. Mais là où, si vous voulez, c'est pas normal, c'est quand on n'accepte pas des produits de qualité sous prétexte qu'ils sont trop qualitatifs pour être label rouge. Après, bon, moi, c'est pas moi qui fais le règlement, je ne rentrerai pas là-dedans, mais je trouve ça un peu anormal. Non, je pense que c'est l'excellence qui doit être valorisée, et non pas les fabrications industrielles. Bon, alors, vous êtes aussi dans la grande distribution. Ça se passe comment, là, la grande distribution? Alors, il y a une partie de l'entreprise, du chiffre d'affaires, qui est fait avec une gamme historique en grande distribution, parce que, disons que nous, quand on a démarré dans les années 60, il n'y avait pas encore de commerce spécialisé. Donc, vous démarriez, c'était les alimentations générales et la grande distribution qui émergeaient. Et à partir de là, nous, on a continué sur des gammes courtes en grande distribution. Et après, on a quand même commencé à comprendre que pour intégrer des prix marchés, des prix nationaux, etc., il fallait quand même un petit peu revoir. On nous invitait gentiment, en fait, c'était des procédés d'il y a une trentaine d'années, on nous incitait gentiment en fait, à devenir des vendeurs de prix plutôt que des vendeurs de produits. Ce à quoi nous on répondait que nous on était des vendeurs de produits. Vous leur disiez 52% de poisson dans la soupe. Voilà, 52%. Ça se négocie pas. Un savoir-faire, donc tout le travail que ça représente, les recettes traditionnelles, ça c'est la valeur ajoutée d'un produit. Et il faut des fabricants comme nous pour aussi maintenir des produits de qualité. Parce que si tout le monde va chercher les volumes, si tout le monde va chercher le prix, eh bien, à un moment donné, vous allez aller gentiment sur des dérives industrielles. Voilà. Alors, est-ce que c'est... parce que, bon, nous, on ne connaît pas trop ce cursus. Et quand je parle mais est-ce que les grandes surfaces, vraiment, déshabillent les acheteurs quand il s'agit de négocier? Alors, ils font leur travail d'acheteur.
Après, ils sont payés par des groupes. Il y a des groupes qui décident pour eux des stratégies. Ils vous font venir 4-5 fois. Oui, 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 ça fait partie du jeu, mais tout le monde... Vous acceptez ce jeu-là? Ben, écoutez, on l'accepte, nous on accepte, oui, d'aller négocier une fois, deux fois, trois fois, et puis après ça se passe par téléphone. Parce que le gouvernement, il parle des marges de la grande distribution, il dit qu'il y a des super marges et que c'est eux qui, avec les agriculteurs, avec les petits producteurs, les artisans, c'est eux qui. Alors moi je peux parler de ce que je connais, c'est-à-dire la manière dont sont négociés les produits régionaux. Nous, en ce qui nous concerne, à Asahi Polito, on a une forte identité régionale. On a des produits de qualité, dont certes les relations commerciales sont pas simples. C'est très compliqué, mais on arrive quand même à faire passer le message parce qu'on a la chance d'avoir des acheteurs aussi en face qui ont quand même une petite sensibilité terroir. Donc à un moment donné, bon, ben, si vous voulez, c'est un peu le bras de fer, mais il faut savoir aussi résister quand vous menez un combat. Il faut savoir, alors peut-être on fait moins de chiffres parce qu'après on peut peut-être nous mettre sur le côté, mais vous savez, notre plus grande fierté, c'est quand ce sont les consommateurs qui réclament le produit. Et que là, 2% de poisson dans la soupe, hein. et que bon, même si certaines ne veulent pas travailler avec nous, bon, ben, c'est le consommateur qui rappelle le produit. Est-ce que la grande distribution vous a déjà menacé de se séparer de vos produits? Il y a eu des cas, oui, sur le plan... Il y a eu des clashs? Il y a eu des... Oui, il y a eu des... Vous savez, c'est du théâtre, hein. Nous, aujourd'hui, moi, je le perçois comme ça, parce que ça fait partie du jeu, de vous quand vous êtes dans une négociation, de vous intimider, de vous laisser entendre que vous allez perdre éventuellement le marché, que vous allez être déréférencé. Donc, il faut garder son sang-froid. Et il faut garder sa ligne directrice, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, on est des vendeurs de produits, ces produits ils ont un coût, ils sont bons, ils sont reconnus du consommateur, vous les voulez pour valoriser les linéaires, nous sommes là, on est à votre disposition. Par contre, il y a un prix, voilà, et là on le voit ces derniers temps avec ce qui s'est passé, avec les nombreuses crises, qu'elles soient sur les MPA, les matières premières agricoles ou MPI et énergétiques. Voilà, à un moment donné, il faut passer des compromis parce que... Bon, parce qu'il y a eu des augmentations de charges importantes ces derniers temps. Oui, évidemment. On peut dire quoi sur les 2-3 dernières années? C'est énorme. Sur les matières premières, on avoisine les 30%, et sur les matières premières, les MPI, pareil, on doit être dans les 30-40%. Vous vous rendez compte, c'est énorme à éponger pour une entreprise. Sur 3 ans, tous les coûts ont augmenté de 30%. Oui, à peu près. En 2-3 ans, vous pouvez avoir... Il y a une moyenne, en gros, vous devez être sur 35, voire 40%. Donc vous avez installé des Alors après, des panneaux photovoltaïques. Voilà, le commerce. Et puis vous allez chercher de la pêche en Afrique, non? Pas du tout, non. Non, parce que... Au Sénégal, non? C'est pas du tout... c'est pas le genre de la maison. Mais c'est vrai que... Il n'est pas bon le poisson au Sénégal? Ah, il doit être bon, hein, mais bon, on n'est plus dans le... Enfin, nous, ce qu'on veut, c'est soutenir notre filière halieutique. La zone FAO 037.1, Méditerranée Ouest. Donc, en fait, nous, on est un peu borné, si vous voulez, sur le fait de soutenir notre filière. Voilà, parce que si tout le monde va chercher le poisson ailleurs, on voit ce qui s'est passé pendant le Covid. Hein. Donc, finalement, c'est cette microéconomie qui a été le pilier de cette macroéconomie qui s'est effondrée. Et nous, pendant le Covid, on n'a pas fermé. Et on a des clients à nous, des épiceries fines dans les quartiers ou autres, qui aujourd'hui se disent que le Covid a été un bien parce qu'il a permis à certains consommateurs aussi de venir découvrir des produits du terroir au plus proche de chez eux qu'ils n'auraient peut-être pas découvert ailleurs. Et ça a créé une fidélité de clientèle. Est-ce qu'on peut parler d'une tendance de retour de produits du terroir face à ces produits un peu insipides de grande distribution et de grandes marques? Oui, tout à fait. Dernièrement, au dernier salon Saveur à Paris, vous aviez, il y a eu une conférence par le consortium, le directeur, on va dire, de la communication. Ils ont commandé un sondage, et ce sondage disait la chose suivante. Quand on pose la question en fait au consommateur aujourd'hui, quand on lui demande qu'est-ce que c'est que le luxe alimentaire, pour lui, il répond les produits du terroir. Et là où on a encore plus de chance, c'est que quand on lui dit qu'est-ce qui représente le plus le terroir sur la France, il répond la Méditerranée. Donc... on sent bien qu'il y a une tendance. Ah, il répond pas l'Aveyron? Ah non,
mais on sent bien qu'il y a une tendance sur ces produits du terroir qui finalement, quand vous avez des problèmes, que vous n'êtes pas sûr, c'est le produit qui va vous rassurer. Souvent, c'est le produit qui vous rappelle aussi l'enfance, qui vous rappelle... Nous, on a des consommateurs qui nous écrivent pour nous dire, je vous assure, des félicitations. On peut les voir sur notre site, il faut aller sur notre site. On a un livre d'or, d'ailleurs, on doit être une des rares entreprises à avoir un livre d'or. C'est les gens qui prennent le temps de nous écrire. Même nous, on est surpris. Et ils nous disent que notre soupe de poisson leur rappelle la soupe de leur propre grand-mère. De la grand-mère. Vous voyez, donc de la ça veut dire, Azaïs Polito. là on revient, ça quand on a ce genre de retour, oui. Ça veut dire qu'on n'est pas trop mal, si vous voulez, sur l'objectif qu'on s'est fixé de mettre sur la table des consommateurs les meilleurs produits. Donc vous êtes une femme heureuse, voilà. On va dire ça. Vous avez réussi à négocier les hausses de prix à la grande distribution. On les a négociées, oui. Voilà. On y est arrivé. Alors, comment vous voyez l'avenir ? L'avenir, écoutez, on va essayer de continuer à tenir la barre, comme on dit, parce que c'est quand même pas simple, malgré tout. Mais moi, j'ai été quand même agréablement surprise sur certaines enseignes, surtout régionales, du soutien quand même qu'on a eu. Voilà, en termes de... Enfin, ils ont compris. Des noms. Non, je ne vais pas donner des noms parce que je ne veux pas faire des... Des grandes enseignes, vous parlez de la grande distribution ? Des grandes enseignes, oui. Genre Auchan, Carrefour, des trucs comme ça. Genre d'autres. D'autres. Bon, Intermarché, Super M, Super, je sais pas quoi. Non. Moi, j'aime bien les U, voilà. Ah, les U, allez, système U, voilà. Ben voilà. Bon, après, c'est notre petite centrale de cœur aussi, notre centrale voisine. Bah, ils sont à côté, ils sont à Vendargues. Et certainement un de nos plus anciens clients aussi. D'accord, ils sont à Vendargues, c'est bien ça. Ils sont à Vendargues, oui. Ouais. Très bien, ben je vous remercie. Ben, je vous en prie. Merci à vous.